Comment les objets qu'un homme choisit de cacher au monde, des voitures blindées au plan d'une pièce secrète, en passant par des cassettes audio précieusement conservées, comment tout ça peut raconter la véritable histoire de son isolement face à une célébrité écrasante? C'est le paradoxe ultime de l'hypercélébrité, tu vois. On en apprend souvent beaucoup plus sur la psyché complexe d'une personne en regardant ce qu'elle cache frénétiquement plutôt que ce qu'elle met volontairement sous les yeux du public. Ouais, les objets dissimulés racontent toujours la vérité que l'image publique essaye d'effacer. Et c'est exactement la mission de notre exploration en profondeur d'aujourd'hui. Tout à fait. On va plonger dans la vie cachée d'une des figures les plus célèbres de l'histoire à travers le prisme de découvertes physiques et sonores toutes récentes. Et nos sources pour cette analyse franchement, elles sont fascinantes. On a des rapports d'analyse médico-légale rédigés suite à l'ouverture, en 2024, d'un garage complètement scellé sur le domaine du ranch de Neverland. C'est fou ça. Ouais. Et on a aussi des articles qui détaillent la découverte invraisemblable de pistes audio inédites dans un box de stockage en Californie. Un box qui appartenait au producteur Brian Loren. Plus des documents techniques sur sa flotte automobile privée. Honnêtement, pour moi, c'est littéralement comme ouvrir une capsule temporelle qui est restée figée dans le noir depuis 2009. C'est un frisson de découverte pure pour ceux qui nous écoutent et qui se passionnent pour l'histoire de la pop culture. Mais pour bien poser notre cadre analytique dès le départ, il faut qu'on comprenne notre démarche. Il ne s'agit pas juste de faire un inventaire d'objets de collection pour le plaisir d'énumérer des choses chères. Bien sûr que non. Notre but, c'est de comprendre pourquoi cet univers a été construit. C'est l'histoire d'une quête désespérée de contrôle dans un monde de chaos. Bon, décortiquons tout ça. Parce que la première ligne de défense entre une star d'une telle envergure mondiale et le public, c'est la façon dont elle se déplace, la mobilité. L'armure de chrome et de cuir, en quelque sorte. Exactement. Quand ce fameux garage scellé de Neverland a été ouvert, ça a révélé une flotte de véhicules qui illustre vraiment les multiples facettes de son identité. Et on commence par ce qu'on pourrait appeler la royauté publique. Ouais, la Rolls-Royce Silver Seraph de 1999. Les documents montrent qu'elle a un moteur V12 de 321 chevaux. C'est une belle mécanique. Mais l'intérieur... L'intérieur est délirant. Il a été conçu pour imiter le château de Versailles. Avec de l'or 24 carats et des cristaux incrustés. Ouais, c'est l'expression la plus pure d'une obsession pour l'esthétique royale classique. C'est une armure d'apparat, tu vois. Ça représente le personnage public intouchable qui doit éblouir pour maintenir la distance. Mais juste à côté, les enquêteurs tombent sur un contraste total. Un véhicule qui crie au besoin de protection. La Mercedes-Benz 500CL de 1985. Avec des vitres ultra teintées. Et les registres montrent qu'elle était utilisée surtout lors des procès et des controverses. C'est un vrai cocon roulant. Si la Rolls c'est l'armure d'or, la Mercedes c'est le bouclier de plomb. Quand la célébrité devient une menace, on n'a plus besoin de briller, on a besoin de disparaître. Et puis on a une troisième catégorie, l'obsession de la fantaisie. Là, on a des véhicules qui ne quittaient jamais la propriété. Comme ce camion de pompier, n'est-ce pas? Un GMC High Sierra 3500 de 1986. Entièrement fonctionnel. Et un chariot de golf Peter Pan, plus une calèche électrique avec un lecteur CD intégré. C'est l'enfance éternelle matérialisée. Ah, et on a aussi une Cadillac Fleetwood de 1954. Et c'est pas n'importe laquelle, c'est le véhicule exact utilisé dans le film Miss Daisy et son chauffeur. Ce qui n'est pas anodin du tout. Ce film aborde les frontières sociales et les préjugés raciaux. Ça résonnait beaucoup avec ses propres tentatives de casser les barrières raciales à l'époque. Donc, si on résume cette collection, c'est comme une garde-robe de costumes de super-héros. Chaque véhicule sert de bouclier ou de cape pour affronter une réalité différente. C'est une super analogie. Mais malgré tout ça, le véhicule le plus surprenant de ce garage, c'est le plus banal. Un Van Ford Econoline E560 de 1993. Ce qui est fascinant, c'est le contraste psychologique derrière ce Van Ford. De l'extérieur, c'est anonyme. Gris, carré. N'importe qui pourrait le conduire. Exactement. Mais l'intérieur est tapissé de velours bleu, avec une console Super Nintendo intégrée. Du velours et des jeux vidéo dans un van d'apparence utilitaire. Ça montre un désir profond en visibilité publique, couplé à un besoin d'évasion privée. Le jeu vidéo demande une concentration qui bloque l'anxiété du monde extérieur. C'était une utopie sur roue. Mais si les voitures offraient une protection en mouvement, la maison elle-même devait être la forteresse ultime, non?
Oui, le besoin d'isolement s'est traduit jusque dans l'architecture du ranch. Et c'est ce que révèle la découverte de 2024. Au milieu du garage, ils ont trouvé des plans architecturaux scellés pour une pièce de sécurité, une panic room située juste derrière le dressing principal. Et les spécifications de ces plans sont incroyables. On parle d'une isolation acoustique de niveau professionnel avec des murs ultra épais. Un réseau de sécurité indépendant, un système de ventilation autonome. Et une ligne téléphonique directe qui contournait totalement le système du domaine, plus une serrure impossible à forcer de l'extérieur. Le contraste est quand même frappant avec l'extérieur de la maison. Dehors, c'était un parc d'attractions avec des bornes d'arcade Sega, genre The Lost World, ou des démos de Virtual Boy, des sculptures d'enfants partout. Et à l'intérieur, une chambre forte paranoïaque. C'est la dualité parfaite de son existence. Mais honnêtement, je vais me faire l'avocat du diable. N'est-ce pas tout à fait normal pour l'une des personnes les plus célèbres au monde d'avoir une panic room pour se protéger des fans ou des intrus? N'importe quel milliardaire a ça aujourd'hui. C'est vrai, mais ce qui est fascinant ici, c'est l'accent mis sur l'isolation acoustique et le système électrique totalement déconnecté. Ça suggère une peur qui va bien au-delà du simple cambriolage. Une peur d'être écouté. Exactement. C'est le reflet matériel d'un traumatisme très profond. Il faut se rappeler l'historique des raids du FBI. Il y a plus de 600 pages du rapport suite aux allégations de 1993 et 2005. Des rapports qui, rappelons-le pour être impartiaux, avec nos sources, n'ont prouvé aucun acte criminel. Tout à fait, aucun acte criminel prouvé, mais ces dossiers ont révélé un homme constamment ciblé par des menaces de mort et des tentatives d'extorsion. L'enfer au quotidien. Et le point de bascule, ce sont les perquisitions de 2003, avec 70 policiers qui débarquent. C'est une perte totale de sa vie privée. La pièce isonorisée, c'était la réponse à cette violence de son intimité. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que le contrôle absolu ne s'arrêtait pas à l'espace physique, il s'étendait à son art et à son récit personnel. Ce qui nous amène à la fameuse découverte de sa voix littérale, enfermée dans l'obscurité. La chambre forte de l'esprit. Parlons de ces cassettes de Brian Loren. L'histoire de Greg Musgrove. Oui, un ancien officier de police devenu chasseur de trésors. Il découvre des cassettes dans un box de stockage californien abandonné par ce producteur, Brian Loren. Et on parle de 16 cassettes contenant 15 chansons, dont 12 sont totalement inédites. Enregistré entre 1989 et 1991, juste avant l'album Dangerous. C'est une mine d'or. Les titres clés révèlent beaucoup de choses. Il y a Don't Believe It, qui est une réponse directe aux rumeurs médiatiques de l'époque. Et un titre macabre, Seven Digits. Oui, une référence au numéro d'identification à 7 chiffres des corps à la morgue. L'artiste lui-même explique ça sur la bande-son. C'est super sombre. Et il y a aussi Truth on Youth, un duo rap avec LL Cool J. Mais au-delà de la musique, les bandes contiennent aussi des conversations informelles et des blagues entre lui et le producteur. On entend l'homme derrière la machine. C'est d'une ironie cruelle quand on y pense. Un homme qui a été scruté par le monde entier a utilisé ses chansons pour s'exprimer, pour dénoncer les médias, et au final, ces chansons ont fini dans un box poussiéreux pendant des décennies. Si l'on relie cela à une image plus globale, on touche à un vide juridique et philosophique complexe. Ah oui, le problème légal. Explique-nous ça. Musgrove possède le plastique, les cassettes physiques, et pour les collectionneurs, ça vaut facilement 7 chiffres. Des millions, hein, juste pour l'objet. Voilà. Mais la succession, l'estate, possède les droits d'auteur. Et il refuse catégoriquement de les acheter à Musgrove, en affirmant qu'il possède déjà les masters de toute façon. Donc c'est une impasse. Complète. La conséquence, c'est que les bandes pourraient être vendues en privé, mais le grand public ne les entendra peut-être jamais. C'est une métaphore parfaite de l'héritage de la star. C'est visible, c'est précieux, mais c'est légalement et émotionnellement inaccessible. Ce qui nous amène à la reconstruction du mythe. Comment ce royaume privé, hermétique, interagit avec le monde d'aujourd'hui? On voit des tentatives récentes de réécrire l'histoire. Et ça commence par l'immobilier. Oui, le rachat de Neverland par le milliardaire Ron Burkle en 2020. Il a payé un prix bradé de 22 millions de dollars, alors qu'à l'origine on demandait 100 millions. Une décote énorme. Mais l'endroit ne reste pas silencieux très longtemps. Non, parce qu'en avril et mai 2024, c'est l'invasion. Une équipe de tournage de 310 personnes envahit Neverland pour le tournage du grand biopic. Le film Michael, prévu pour 2025, avec son propre neveu, Ja'Afar Jackson, dans le rôle titre. Et ils ont tout refait. Restauration physique du Ranf, utilisation de fumée atmosphérique. Ils ont même loué des hélicoptères pour recréer l'illusion parfaite du parc d'attractions des années 90. C'est un paradoxe ultime, n'est-ce pas? Complètement. Le mec fuit ce ranch en 2005, traumatisé par les perquisitions, en jurant de ne jamais y remettre les pieds. Et aujourd'hui,
Hollywood recrée artificiellement son paradis pour le grand écran. C'est un effort colossal qui montre une chose, c'est une tentative de l'estate de réclamer la narration. De nettoyer l'image. Exactement. En remettant en scène le passé, on transforme un lieu de controverse juridique et de déclin personnel en un monument d'inspiration artistique. Surtout quand on regarde l'héritage financier. C'est hallucinant. À sa mort en 2009, une mort causée, selon les sources, par une overdose de propofol administrée par le docteur Conrad Murray, il avait plus de 500 millions de dollars de dettes. Et aujourd'hui, La succession est évaluée à près de 2 milliards de dollars. De moins 500 millions à plus de 2 milliards. ça pose une question fondamentale. À qui appartient la mémoire d'une icône? C'est une vraie question. Est-ce que ça appartient aux documents froids du FBI, aux chansons inédites enfermées dans un coffre de la succession, ou bien au cinéma grand public? Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? On arrive à la fin de notre exploration. On est passé des armures d'acier, de cuir, des voitures, aux forteresses insonorisées des plans cachés, jusqu'aux pensées intimes piégées sur bande magnétique. Un long voyage dans l'esprit d'une icône. Ça nous rappelle vraiment l'importance de se demander ce qui se cache derrière les façades scintillantes de la célébrité extrême. L'histoire n'est jamais figée. Les découvertes de 2024 nous le prouvent. Au final, la création de Neverland, c'était censé préserver la jeunesse éternelle. Mais sous la pression, c'est devenu un musée statique de l'isolement. Ça a figé un homme dans sa propre mythologie. Avant de nous quitter, j'aimerais qu'on réfléchisse à la notion de préservation à l'ère moderne. On laisse ça à ceux qui nous écoutent. C'est le moment de la question qui fâche. Exactement. Si l'un des hommes les plus documentés de l'histoire a pu laisser derrière lui tant de mystères, des chansons secrètes, des pièces cachées, quelle part de l'histoire des grandes figures publiques d'aujourd'hui est délibérément fabriquée? Très bonne question. Et surtout, quelle part est encore enfermée dans un box de stockage quelque part en attendant d'être découverte dans 30 ans? Ça invite à garder un esprit bien critique face au récit officiel de la célébrité. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration. À très bientôt.